Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Idawani wa Makara. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette émission Grand Dialogue de Studio Tamani. Nous parlons de sport aujourd'hui. Mondial, éliminatoire mondial de football, zone Afrique. Le Mali a-t-il des chances en 2026? Logé dans le groupe I en compagnie du Ghana, du Madagascar, de la République centrafricaine, des îles Comores et du Tchad. Le Mali va-t-il pouvoir se qualifier pour une première phase finale de Coupe du Monde en 2026? Le tirage au sort a été effectué il y a quelques jours. Les Aigles version Eric Sekouchel ont déjà décroché leur qualification pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Peut-on être optimiste pour cette Coupe du Monde 2026? Le Mali est-il en train de monter en puissance sur le plan continental? Quelles sont les chances de l'équipe nationale de football du Mali à ces éliminatoires? Comment le pays doit préparer cette phase? Nos invités sont au nombre de 3 aujourd'hui. Des doyens, Souleymane Bobo Tunkara, journaliste sportif, directeur des publications à l'AMAP, Bakary Sissé, chroniqueur, journaliste sportif à Radio Clédou, et Sekou Saïd Diarasouba, journaliste et directeur de publication de Tatou Sport. Je suis Sekou Gadjigo pour modérer ce grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le Grand Dialogue. Merci d'être là, chers invités. Je voudrais commencer par vous, Souleymane Bobo Tunkara. Je viens de les citer. Mali, Ghana, Madagascar, République centrafricaine, les îles Comores et le Tchad. Peut-on dire que le Mali s'en sort bien pour ce tirage au sort? Merci bien. Bonsoir à tous les auditeurs et tous les téléspectateurs du studio Tamani. Et dire que le Mali, c'est un bon tirage ou un mauvais tirage, je pense que c'est difficile de répondre à la question. Parce qu'à ce niveau, à mon avis, il n'y a pas de mauvais tirage, il n'y a pas de bon tirage non plus. Depuis quelques années, on constate qu'il y a un nivellement de valeur. C'est vrai que toutes les équipes du groupe ne peuvent pas prétendre à la qualification. On n'imagine pas, par exemple, une équipe comme les Comores ou le Tchad se qualifier pour la Coupe du Monde dans une poule où il y a le Mali, le Ghana, Madagascar. Il y a certes des favoris, mais dire que la poule est facile ou difficile, moi je pense qu'on ne peut pas répondre à ça. Ce qui est sûr, il y a des favoris dans le groupe. Il y a des équipes qui peuvent jouer les trous faits et qui peuvent, pourquoi pas, bousculer la hiérarchie. Je pense notamment à Madagascar, qui depuis quelques années monte en puissance. Sinon, les défavoris de la poule, les favoris logiques, en tout cas sur le papier, c'est le Ghana et le Mali. Le Mali fait partie des favoris. Le Mali, si on devrait faire un classement, moi je dirais que le Mali est le deuxième favori après le Ghana. On parle de Coupe du Monde, d'éliminatoire de Coupe du Monde quand même. Tout à fait. On peut considérer le Mali comme favori. Deuxième favori après le Ghana. Deuxième favori après le Ghana. Parce que, tout simplement parce que le Ghana, c'est un pays qui a participé à la Coupe du Monde à plusieurs reprises, donc il a beaucoup d'expérience en la matière, contrairement au Mali qui est en train de chercher toujours sa première qualification. C'est vrai que les dernières confrontations entre le Mali et le Ghana ont tourné à l'avantage des nôtres, notamment en CAN, à la CAN, disons, à la phase finale de la CAN. Mais on ne peut pas oublier non plus que c'est cette même équipe du Ghana qui nous a éliminés de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Oui. Donc les Ghanéens, ils sont les favoris logiques et derrière on peut placer le Mali. Cela ne veut pas dire que le Mali ne peut pas se qualifier. D'accord. Bakary Sissé, on ne peut pas parler de tirage clément. Pensez-vous la même chose comme Souleymane Bobo Tunkara, qu'on ne peut pas parler de tirage clément, même si il n'y a pas de grande nation de football qu'on retrouve dans ce pool à part le Ghana? Oui, merci. Sekou, merci également à tous les auditeurs de Studio Tamani pour l'invitation. Je pense que le chef en a déjà parlé. Il a parlé donc du Ghana, il a parlé de Madagascar et du Mali. Moi, je pense aujourd'hui que quand même, il n'y a pas eu un tirage clément
par exemple, toutes les équipes se valent aujourd'hui. Je prends les 3 premières équipes, le Mali, le Ghana et le Madagascar. Donc moi, je pense que ça va se jouer entre ces 3-là. Il ne faut pas accélérer. Donc le Tchad et puis les Comores, moi, je pense que là, ils sont là quand même pour compléter ce qu'on appelle le lot. Maintenant, aujourd'hui, il faut faire beaucoup attention parce que la Coupe du Monde, c'est une autre paire de manches. Il y a l'expérience qui compte. Le Ghana qui a déjà participé à une Coupe du Monde 2 fois, si je me rappelle en 2006 et en 2010. Hein. Voilà, donc là, le Mali qui court encore derrière une qualification. L'année dernière, c'était en tout cas une chance inouïe pour les nôtres pour se qualifier. Alors, malheureusement, la type chez nous ici, quand même, le Mali n'avait jamais dans l'histoire de notre football, donc arriver à ce niveau-là, donc être très près d'une Coupe du Monde de football. Voilà, donc en 2026, donc on va essayer de voir, on va rebeloter avec les jeunes talents que nous avons aujourd'hui. Moi, je pense que le Mali, quand même, dans le groupe-là, peut être respecté par les partenaires. Mais attention, le Madagascar également, les autres ont dit tout à l'heure, monte en puissance. Aujourd'hui, le Madagascar, si j'ai bonne mémoire, elle doit être troisième d'Afrique, le quart de finale. Ils ont joué la demi-finale de la dernière CAN. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour dire, alors que le Mali a été éliminé en 8e de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, cela veut dire tout simplement que chaque équipe a sa chance, mais le Mali, avec aujourd'hui l'encadrement que nous avions, avec les joueurs talentueux que nous avions aujourd'hui, si en tout cas les choses se font normalement sur le plan travail, je veux dire, au niveau administratif, au niveau de l'État surtout, si l'État accompagne, moi je pense que le Mali peut vraiment être compté comme l'un des favoris dans ce groupe. Saïd Dirassouba, partagez-vous cette analyse de Bakary Cissé que le Mali dans cette poule a ses chances à jouer? Oui, ce que mes estimés confrères ont dit, tout va droit dans la réalité de l'analyse d'un journaliste sportif. Ce sont des estimés, ce sont des grands journalistes qui sont là. Ce qu'ils ont dit, il n'y a même pas de fioriture là-dessus. Moi, j'accompagne pour dire que dans ce groupe, il n'y a même pas de débat. Le Ghana est favori, vu son palmarès. Vu le palmarès du Ghana, il n'y a pas de débat. Maintenant, sur le terrain, il va falloir négocier autrement. Si nos joueurs parviennent à négocier autrement, je pense que le palmarès du Ghana va pouvoir tomber. Baxi a parlé tout de suite de quelque chose, et j'abonde dans le même sens que lui, l'organisation. L'organisation, depuis l'État malien jusqu'à ses démembrements, jusqu'au ministère des Sports et à tous ces services rattachés dans le cadre du développement du sport, particulièrement du football. On ne gagne pas ou on ne se qualifie pas à la Coupe du Monde avec uniquement que la fédération. Ce n'est pas possible. Aucun pays ne s'est qualifié parce que sa fédération est forte. Tous les pays se qualifient parce que le pays est fort, parce que le pays s'est investi. Chacun prend l'exemple sur le Maroc, sur l'Algérie, sur le Cameroun, sur le Sénégal. Mais attendez, savez-vous combien de francs CFA, en termes de millions, investissent ces États-là dans le développement du football, dans l'accompagnement de la fédération? Mais je vous dis, c'est Maous. Le Mali peut se qualifier si le ministère des Sports accompagne sérieusement la Fédération malienne de football. C'est tout. Le Mali peut se qualifier en ce moment. Mais si c'est la fédération seulement qui doit prendre le taureau par les cornes, ce qui nous est arrivé devant la Tunisie, ça va se répéter. Parce que c'est ce qui s'est passé. D'accord. Souleymane Bobo Toungara, comment le Mali doit-il aborder ces éliminatoires? Comment on doit les préparer? Voilà, ça c'est une très bonne question. Mais à laquelle il est difficile de répondre parce que jusque-là, en tout cas, ce que je cherche, on n'a pas le calendrier. Le calendrier, il va être extrêmement important. Moi, j'ai essayé de fouiller, je n'ai pas trouvé. Pourquoi le calendrier est important? Parce qu'on l'a dit, Baxi et Saïd l'ont dit, le Ghana, sur le papier, est le premier favori. Un match de la première journée contre le Ghana à Accra est sans doute différent des matchs contre, par exemple, les îles Comores à Bamako. Et si, par malheur, par exemple, on devait disputer notre premier match contre le Ghana à Accra et enchaîner, par exemple, avec un match contre Madagascar à Bamako, ça peut être compliqué pour l'équipe. Parce que contre le Ghana,
à Accra, c'est difficile de gagner. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Ça, déjà, ça sera un calendrier compliqué. Mais si on devrait, par exemple, commencer par recevoir le Tchad à Bamako et ensuite se déplacer aux Comores, il y a de fortes chances, on a 60 à 70% de chances de faire le plein dès les 2 premières journées. Donc le calendrier, il va être extrêmement important. On est en train de guetter ça. Le jour où on aura le calendrier, je pense qu'on pourra faire des projections sur les chances réelles de l'équipe. Mais est-ce que pour un pays qui veut aller à la Coupe du Monde a besoin de faire tout ce calcul par rapport au calendrier? Oui, le calendrier, il est important. Le calendrier, il est important parce qu'on on l'a dit, hein, il y a deux favoris pour le groupe, les 2 favoris logiques. Donc, le calendrier peut mettre la pression sur l'une des 2 équipes. Et ça c'est pourquoi j'ai dit qu'un match contre le Ghana à Accra et un match contre Madagascar et contre les îles Comores à Bamako, c'est certainement différent. Ça va se jouer dans des contextes différents. Vous savez, pour se qualifier, ce qui est sûr, pour se qualifier, il faut engranger le maximum de points. Ou en tout cas, engranger plus de points que tous les autres. Là, c'est très clair. Donc, ce calcul-là, il est très simple. Et la première des choses, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut faire d'abord le plein à domicile. Il y a 5 matchs, je crois, qu'il faut gagner à domicile. Ça va faire 15 points. Et ensuite, aller chercher des points à l'extérieur. Et ça, c'est extrêmement... Si on fait le plein déjà à domicile, ce sera déjà un grand pas de franchi. Mais comme Saïd l'a dit, un match des éliminatoires, un match de Coupe du Monde, ou bien les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est sans doute différent des matchs de Cannes ou en tout cas des matchs de championnat. Il y a tout un dispositif qu'il faut mettre en place. Et surtout que cette année, le nombre d'équipes de la phase finale de la Coupe du Monde va considérablement augmenter en 2026. Il y aura 42 pays, si je ne me trompe pas. Et l'Afrique aura droit à 9 places. Ça, déjà, ça ouvre la porte à beaucoup de possibilités. Et il peut même y avoir une 10e place donc, pour les barragistes. Donc tout ça augmente les chances, en tout cas des équipes qui sont considérées comme 2e favoris des groupes. Donc moi, très sincèrement, sans chauvinisme et sans minimiser la valeur des autres équipes, moi je suis très très optimiste pour 2026. Je suis très très optimiste. Ok, Bakary Cissé, cet optimisme, on le voit hein, dans vos différentes interventions, vous trois. Nous remarquons que vous êtes tous optimistes, mais quand on regarde l'évolution de l'équipe malienne de la dernière CAN à maintenant, est-ce que c'est ce qui, en tout cas, sous-tend, justifie cet optimisme? Est-ce que vous sentez de l'évolution positive dans cette équipe malienne depuis la dernière CAN, où elle a été éliminée en 8e de finale par la Guinée équatoriale? Oui, effectivement, vous l'avez dit, hein, depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations, je pense que les choses sont en train donc, de prendre un peu. La monnaie est en train de prendre. Ça, c'est une réalité. Mais ce que moi, je vais dire, et là où je ne suis pas beaucoup d'accord avec les grands chefs, moi, ce n'est pas un problème de calendrier par rapport à ça. Si on veut gagner, c'est qualifier à une Coupe du Monde, il faut battre tout le monde. Que vous jouez au premier match, que vous jouez au dernier match, il faut gagner. Voilà, comment ça se gagne? Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, ça c'est un appel et cri de cœur que moi je vais lancer à l'État malien. Il faut qu'on lance dès maintenant une opération. Les autres se sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Pourquoi pas les Mali? Pourquoi pas nous? Donc si au niveau de l'État, le sommet de l'État, aujourd'hui décide comme quoi les Mali en 2026, on va à la Coupe du Monde. Pensez-vous que ça ne fait pas partie des priorités? Ce n'est pas une affaire. Voilà. L'État n'en fait pas une affaire. Effectivement, voilà, je veux que l'État prenne ça en charge, que vraiment même la campagne, même les slogans viennent même de l'État, en disant qu'il a mobilisé tous les peuples maliens autour des aigles du Mali, en disant tout simplement que les autres pays se sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Pourquoi pas les Mali? Donc avec cette fierté malienne aujourd'hui, de retrouver, moi je pense que c'est possible. Mais si les autorités ne jouent pas leur rôle, s'il n'y a pas de la volonté politique, moi, je pense que le football, ce n'est pas seulement sur le terrain. Comme disait tantôt Saïd. Je donne des exemples. Lorsque Amadou Toumani Touré il était là, il avait la volonté politique. Les Mali a gagné la Coupe CAF ici. Tout le monde le sait. Comment les présidents s'est battu. En basketball aussi. Voilà, en basketball, le Sénégal également. Les Mali n'avaient jamais battu le Sénégal, surtout à Dakar. Mais Toumani Touré, fait à son âme, il a tout fait. Il a aidé, il était là, il était même plus proche de l'équipe que le président de la fédération. On a vu même les derniers entraînements du stade malien, si je me rappelle encore, Amadou Toumani Touré, donc il est parti encourager les jeunes. En basketball, c'est ça. Chaque matin, j'étais de la fédération, il appelait. Il parlait avec le capitaine, il parlait avec tout le monde.
On est là, gagner. C'était ça la volonté. En 2002, si vous vous rappelez également, les Mali ont organisé la Coupe d'Afrique des Nations. C'était une volonté politique du président Alpha. C'était ça. Mais est-ce que la volonté politique seule suffit? Non, ça suffit. Mais la volonté politique, moi, je pense... des hommes aussi. Moi, je pense que la volonté politique est très importante d'abord. Même quelle que soit la capacité, la qualité des joueurs, des jeunes, si cette volonté politique n'y est pas, donc là, vous êtes Rochi. Il ne faut pas bouger. Ça, c'est une réalité. Donc, il faut obligatoirement ça. Maintenant, s'il y a la volonté politique, maintenant, en plus de cela, l'organisation technique et matérielle reviendra maintenant à la fédération. À ce moment, la fédération, quand même, a ce rôle à jouer en mettant les équipes maintenant dans les conditions de travail, avec les programmes d'entraînement bien organisés. Moi, je pense qu'en ce moment, on peut aller. Mais tant qu'il n'y a pas cette volonté politique, que les Maliens, que les responsables du Mali ne montrent pas ce visage-là, ce sentiment de dire qu'aujourd'hui, nous, Maliens, il faut qu'on joue la Coupe du Monde en mettant les jeunes dans les conditions, qu'on ne parle plus de primes, qu'on ne parle pas de primes de match, qu'on ne parle pas de voyage. Mais c'est trop compliqué. Pour gagner une Coupe du Monde, quand même, il faut tout ça. Il faut bien organiser, mais l'État doit intervenir dans ça. Si l'État met ça vraiment dans le truc, dans son calendrier, moi je pense que c'est possible. Avec les valeurs, les joueurs que nous avons aujourd'hui, donc on n'a pas dit qu'on a les meilleurs joueurs d'Afrique, hein, mais aujourd'hui quand même, nous on a quand même des éléments qui sont très bons, qui sont capables vraiment de dévier quiconque pour se qualifier pour une Coupe du Monde. Mais si la volonté politique n'y est pas, je dis que c'est peine perdue. Alors, vous avez parlé de l'accompagnement, en tout cas de l'implication des autorités pour mieux organiser ces éliminatoires. Est-ce que vous pensez que le Mali a ses moyens aujourd'hui, puisque vous insistez sur ce point, que la fédération seule ne peut pas régler l'affaire? Est-ce que le Mali a ses moyens? L'État malien? L'État malien. Mais bien sûr, l'État malien a les moyens. Qui est-ce qui a dit que l'État malien n'a pas les moyens? C'est un pays. Même si on est dans la transition. Le pays fonctionne. Est-ce que les défis ne sont pas assez nombreux? Il faut en faire une priorité, c'est tout. Il faut en faire une priorité. Comme on fait de l'armée une priorité, on fait de l'accord d'Alger une priorité, comme on fait du référendum une priorité, il faut faire d'une priorité le football, la qualification du Mali au mondial. Dès qu'on le fera, vous verrez le résultat. Quand vous dites, moi j'entends dire certaines personnes, vous voyez, si le Maroc a fait ci, le Sénégal a fait ça. Mais attendez, le roi du Maroc, il s'implique. Il s'implique dans les affaires de club en interclub et les affaires des différentes équipes nationales. Voyez-vous, c'est lui qui a nommé le président de la fédération, le roi du Maroc. Le Sénégal, pareillement. Donc, quand on veut prendre des exemples sur des pays qui se sont développés de par l'État en football, il faut savoir ce que vous dites. Nous, on dit, moi personnellement, Saïd Diarrassouba, j'ai dit, quand Assimi Goïta va se lever pour dire, quand le colonel va se lever pour dire, je veux la Coupe du Monde, on ira à la Coupe du Monde. Parce que les moyens existent. Mais est-ce que si on n'a pas fait la préparation qu'il faut à la base, c'est quand vous prenez l'exemple du Maroc, du Sénégal, c'est des pays qui ont travaillé depuis la base. Quand il va décider, c'est des pays qui sont mieux organisés que le Mali. Quand il va décider, la fédération va travailler. Vous allez voir que tout va changer. Parce qu'il y a un suivi désormais. Vous comprenez un peu? Mais quand c'est la fédération qui doit payer les billets d'avion des joueurs venant de l'Europe pour l'équipe nationale et encore quitter le Mali, payer les billets d'avion... Est-ce que c'est la fédération qui paye les billets d'avion? Mais attendez, si je vous donne combien de fois si je vous donne le nombre de fois la fédération a payé les billets d'avion des joueurs pour partir, tant chez les filles que chez les garçons, vous allez tomber des nues. Vous allez tomber des nues. Ah non, la fédération ne doit pas payer les billets d'avion des athlètes. D'accord. Ça, ce n'est pas normal. De toutes les fédérations, pas forcément du football. Ça, ce n'est pas normal. Ça ne se fait nulle part. Mais dans notre pays, c'est ce qui se passe. Pourquoi? Parce que l'on n'est pas regardant. Moi, je voudrais bien que le pouvoir en place soit regardant sur les différentes disciplines sportives et particulièrement du football, parce que c'est le sport au roi. D'accord. Souleymane Bobo Toungara, est-ce qu'on peut dire que le problème du Mali est un problème de manque d'engagement des autorités, de manque de volonté politique? On voit les autorités quand même se mobiliser autour de l'équipe nationale, que ce soit les éliminatoires de la CAN ou même la CAN. Mais est-ce que c'est réellement ça le problème? En tout cas, ce que l'équipe nationale de football bénéficie comme traitement, ce n'est pas
comparable à ce que les autres équipes bénéficient quand même. Non, moi je ne suis pas d'accord avec le fait de dire que l'État n'est pas suffisamment engagé. Je pense que le problème, c'est d'abord sur le terrain. Même si l'État mobilise tous les moyens du monde, tant qu'on ne règle pas le problème sur le terrain, ça n'arrivera pas. Les deux dernières CAN, l'État n'a rien à voir là-dedans. Comment on a été éliminé à la phase finale. Ça, ce n'est pas l'État. Ça, ce n'est pas du tout l'État. C'est vrai qu'il y a toujours eu des problèmes de primes, il y a toujours eu des problèmes au niveau de l'organisation des voyages. Mais ce n'est pas ça le problème du Mali. Le problème du Mali, c'est sur le terrain. Moi, je vous rappelle que le Cameroun n'a jamais remporté de Coupe d'Afrique sans problème. À chaque fois qu'ils ont remporté la Coupe d'Afrique, c'est avec des problèmes, 1001 problèmes, de primes, de sélectionneurs, des trucs. Donc, c'est d'abord sur le terrain qu'il faut régler. Et sur ce point, je suis parfaitement d'accord avec Baxi quand il dit qu'on a une génération en ce moment qui fait de très bonnes choses, qui produit vraiment un très beau football, qui est envié par beaucoup de personnes. Pensez-vous qu'elle parvient à franchir le cap, là, ce cap qu'on attend de lui? C'est ce cap-là qu'on n'arrive pas à franchir. Et là, ce n'est pas l'État. Ça, c'est la partie technique. Là, c'est la fédération, c'est le staff technique. Et ce sont même souvent les joueurs. Donc, moi, mon problème, c'est ça. Il faut d'abord qu'on ait suffisamment de potentiel technique. Et ensuite, l'accompagnement de l'État va suivre. L'État doit accompagner. Et je suis d'accord avec Saïd quand il dit qu'une discipline sportive, en Afrique, en tout cas, aujourd'hui, ne peut pas se développer sans l'État. Aucune fédération ne peut développer une discipline sportive, en tout cas en Afrique, parce que les fédérations n'ont pas suffisamment de moyens. Et la politique sportive, effectivement, c'est l'État. C'est l'État. C'est l'État qui met les moyens. La volonté politique, elle est extrêmement importante. Je suis d'accord avec eux. On a vu deux exemples seulement, et les deux exemples que Baxi a pris sont là pour illustrer la CAF en 2009, si je ne me trompe pas. Oui. Le stade a perdu au match aller 2-0. Et quand le stade est venu, l'une des premières personnes à visiter l'équipe, c'était fait Amadou Mansouri. Il est venu leur dire que vous avez perdu 2-0, mais moi je pense que vous pouvez encore gagner. Et ensuite, il est venu à l'entraînement. Tout le monde l'a vu. Avant 2009, c'était 2002, la Coupe d'Afrique qu'on a organisée. Le monde entier a dit que c'est la meilleure Coupe d'Afrique. Et après, dans la foulée de cette Coupe d'Afrique, il y a même les Japonais et les Coréens qui se sont inspirés de l'exemple du Mali, le Djatigia. Alpha en a fait d'abord un projet de développement et ensuite, il a mis les moyens. Donc, l'État accompagne. Mais ce n'est pas suffisant pour gagner sur le terrain. L'accompagnement de l'État n'est pas suffisant pour gagner sur le terrain. Parce qu'on est au haut niveau, c'est la Coupe du Monde. Quels que soient les moyens que vous mettez, si vous n'avez pas les joueurs qu'il faut, si vous n'avez pas le potentiel technique sur le terrain, ça ne peut pas marcher. L'Algérie aujourd'hui, l'exemple le plus frappant, c'est l'Algérie. On ne peut pas dire que l'Algérie n'a pas les moyens. C'est que l'Algérie débloque pour le sport, l'État algérien débloque pour le sport. Mais c'est incroyable. C'est vrai qu'ils ont remporté la Coupe d'Afrique en 2000, mais la Coupe du Monde, ils n'arrivent même pas à se qualifier. Donc il faut d'abord trouver la solution sur le terrain et ensuite se retourner contre l'État. Ça, c'est mon avis. D'accord. Bakary Cissé, quand on regarde l'équipe nationale du Mali, quand on prend la valeur des joueurs, est-ce que vous pensez que nous avons une équipe à même de se qualifier pour une Coupe du Monde? Oui, c'est possible, parce que nous sommes dans un groupe. Donc dans ce groupe-là, moi je pense que c'est jouable. Mali, Ghana, Madagascar, Tchad, Comores, moi je pense que c'est jouable. Aujourd'hui, la qualité des joueurs maliens, ça ne fait pas... En tout cas, si mon grand frère me dit que même si l'État... Non, on ne doute pas de la qualité aujourd'hui de nos joueurs. En tout cas, tous les spécialistes le disent. Même à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, lorsque le Mali est éliminé, les gens disent que quand même, c'était une très bonne équipe. Oui, c'était une très bonne équipe. Sur le plan technique, c'est bon. Maintenant, regarde aujourd'hui que ces jeunes-là jouent dans les grands clubs aujourd'hui. Maintenant, moi, je pense que sur le plan technique, il n'y a pas de problème. Mais ce qui pose problème aujourd'hui, c'est l'engagement de l'État. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est l'organisation de notre équipe, autour de notre équipe nationale. Si, aujourd'hui, le président de la transition, le président de la c'est jusqu'en 2006, on ne sait pas qui est là, donc si les autorités politiques, je vais dire comme ça, voilà, donc acceptent aujourd'hui de mettre à partir d'aujourd'hui une commission nationale, une commission nationale pour la Coupe du Monde, avec la fédération, avec le comité olympique, avec tout ce qui est dans le sport, avec les journalistes, avec tout, et qu'on commence à travailler dès maintenant, à chercher des voies et moyens, en mettant les enfants dans les bonnes conditions.
Et sur le plan dispositif technique, moi, je ne doute pas beaucoup. Donc, en renforçant l'encadrement technique par rapport à tout ça, moi, je pense que le Mali peut mieux faire. Mais tant que l'État ne s'investit pas, tant qu'on ne change pas la manière dont on gère actuellement les équipes nationales, une équipe nationale qui va dans un hôtel, il n'y a même pas d'argent, on chasse la délégation parce qu'il n'y a pas d'argent, ça c'est l'État. Parce que l'État ne s'y met pas. Donc l'État n'a qu'à montrer qu'aujourd'hui on veut la Coupe du Monde. Comme ça, à toute la terre, on dit qu'on veut équiper notre armée pour ne pas faire la politique. On a tout arrêté. On a équipé l'armée aujourd'hui. Mais arrêtons tout. Donc préparons notre équipe nationale pour la Coupe du Monde. On va voir. Quand même, on a la qualité. On a les jeunes qui savent bien jouer au football. Donc il faut que l'État vraiment s'y mette pour que le Mali puisse vraiment se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc on a raté de peu la dernière fois. Et cette fois-ci, avec comment on appelle la mobilisation nationale autour du président de la République, avec une commission nationale qui sera là, dirigée par même une grande personnalité, qui n'est même pas du sport. Donc là, ça peut y aller. La dernière fois, il a rappelé en 2002, lorsqu'on a pris Marangili comme le président du COCAN, on ne le connaissait pas. On a dit qu'Alpha, il a choisi, c'est M. Dou. Mais avec son expérience, avec tout ce qu'il avait comme sérieux. Oui, mais est-ce qu'on peut, on peut comparer l'organisation d'une CAN à la qualification d'une équipe? Oui, c'est une volonté politique. C'est une volonté politique. Si les Mali n'avaient pas la volonté politique, les Mali ne pourraient pas organiser cette CAN-là. Parce que la dernière fois, je me rappelle, lorsqu'il était à tout, était venu voir le 7-26 mars en chantier, tout le monde, toute l'Afrique disait que les Mali ne pouvaient pas embaucher Malala. Donc pour donner à qui? C'était en Égypte ou c'était dans d'autres pays. Mais donc, on m'a rejecté l'État. Il s'est tout dit, d'accord, moi j'ai confiance aux Maliens. Allons-y, il y a la volonté politique. Le président a dit, je vais faire un projet de développement. Il est parti jusqu'au bout. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que le Mali n'a plus ce poids-là sur le plan continental, en tout cas au niveau des fédérations de la CAF, qu'il avait pendant le temps de Amadou Diakité, par exemple? Non. Est-ce qu'il n'y a pas... Ok, attendez, je vous donne la parole tout de suite. Suleiman Bobo Tungar. Ok. Si vous regardez, par exemple, la CAN 2002, on va encore revenir à ça. Baxi l'a souligné. Et il y avait la volonté politique. Moi, je me rappelle même, au cours d'une visite de Issa Hayatou, il a donné une conférence de presse dans un hôtel de la place. Je ne citerai pas l'hôtel pour ne pas faire de la publicité. Oui. Donc, on a commencé à lui poser des questions. Toutes les 5-6 premières questions étaient sur la capacité. Est-ce qu'il était sûr que le Mali avait la capacité d'organiser la CAN? 6e question, il a dit, bon, même si le Mali ne construit qu'un seul stade, je vais donner la CAN au Mali parce qu'il y a la volonté politique. J'ai rencontré un chef de l'État que je n'ai jamais vu ailleurs en Afrique. Et il a dit, désormais, si vous me posez encore cette question, je ne vais pas répondre. Donc, je suis d'accord avec ça. Mais, sur le terrain, qu'est-ce qui s'est passé avec l'équipe? L'équipe, au moment d'arriver en demi-finale, était déjà à plat. On ne pouvait pas dépasser. On ne pouvait pas passer les demi-finales parce que l'équipe était fatiguée. Il n'y avait pas un effectif suffisant. Donc, on est arrivé à un stade où c'était complètement... L'équipe était avait, comment on dit encore là, l'équipe était totalement cuite. Oui. L'équipe était cuite. C'est pour ça qu'on a pris 3-0. Sinon, le président avait la volonté... il avait la volonté. De remporter cette coupe. Les supporters, tout le monde, tout était là. Alpha il a eu de ces initiatives, c'est incroyable. Les stades étaient pleins. Tous les jours, les stades étaient pleins. Et que le Mali joue ou pas, et c'est ça qui a même impressionné la CAF. Et le jour de la finale, il a fait quelque chose auquel personne ne s'attendait. Il a donné des instructions à la commission d'organisation, 20 minutes seulement après le coup d'envoi du match, laisser le stade ouvert à tout le monde. Et en 10 minutes, le stade du 26 mars était plein. Mais les étrangers qui étaient là, ils n'avaient pas compris. Même la CAF n'a pas compris. Donc, moi, je suis d'accord avec la volonté politique. Mais cette équipe-là, les Djila, les Sédou, ils sont tombés en demi-finale parce que justement, ils étaient arrivés là où ils ne pouvaient plus passer. Contrairement à une équipe comme le Cameroun, contrairement à une équipe comme le Nigeria, contrairement à une équipe comme le Sénégal. Et je reviens en disant que... Et je reviens pour terminer, avec l'effectif actuel, je ne fais pas d'insulte aux joueurs. Hein. Vous n'avez pas aujourd'hui 6 joueurs maliens qui jouent dans les grands championnats européens, première division. Il n'y en a pas. Qui sont titulaires. Il n'y en a pas. Prenez l'exemple du Sénégal, vous avez au moins 15 à 16 joueurs qui sont titulaires à part entière dans des équipes de première division. Le Nigeria peut aligner 2 équipes. L'Algérie, la même chose. La Tunisie, la même chose. Le Maroc, la même chose. Donc ça ne peut pas être... on ne peut pas avoir le même poids que ces pays-là. Vous voulez dire que nos joueurs sont surcotés ici? Ils sont surcotés. Et c'est nous.
c'est nous qui les surcotons. Sinon, ce n'est pas à l'extérieur. Parce qu'eux-mêmes, ils savent quel rôle ils jouent là-bas. Moi, je ne les minimise pas. Ce sont de très bons footballeurs. C'est une génération sur laquelle, moi, personnellement, je fonde beaucoup d'espoir. Surtout avec l'arrivée d'Eric Sixel. Mais il faut que les choses... Est-ce que Saïd Diarrassouba, est-ce que ça ne peut pas être la solution aussi qu'on redescende sur terre, qu'on reconnaisse la valeur intrinsèque de nos joueurs pour qu'on se mette au travail, ne pas tout, en tout cas, dire que c'est l'État qui ne s'implique pas, qui n'est pas engagé. Est-ce que ça ne peut pas être la solution aussi? Je vais tenter de mettre à l'aise mon estimé SBT, Suleiman Bobo Toungara. Il parle de la volonté politique mise dans l'organisation de la CAN 2002, où les joueurs ne sont pas parvenus à l'emporter. Mais attendez, chacun de nous sait ici que tout ce que l'on produit, c'est dans la continuité. Cette année 2002, c'était du spontané, la volonté politique. C'était du spontané. Le résultat ne peut pas venir dans le spontané. Mais il faudrait la continuité. S'il y avait eu la continuité de l'implication, de l'investissement de l'État, aujourd'hui où on est, je suis persuadé qu'on allait arriver à une demi-finale ou gagner la CAN. Est-ce que c'est à l'État seul d'assurer cette continuité? Vous savez pourquoi je parle de l'État? Je vais vous aider. Aussi. Je vais vous aider à comprendre. Quand on parle de l'implication de l'État, de tout ce qui est autour de l'État qui doit être impliqué, c'est le suivi de l'État sur l'équipe nationale. On parle du football. Hein. Quand on a perdu la qualif devant la Tunisie, quelle est la note qui est venue de l'État pour la fédération malienne? Pour des explications. Dans un pays sérieux, ça ne se fait pas. Si le pays s'était vraiment investi, une lettre allait parvenir à la fédération pour des explications. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ok, là, est-ce que ça s'est fait? Dans les autres pays qu'on cite là, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai demandé, j'ai cherché à comprendre comment ces gens-là, ils sont parvenus. On parle du Sénégal aujourd'hui. Mais ce n'est pas aujourd'hui que le Sénégal a commencé. Le Sénégal a commencé tout bas pour travailler, pour investir l'argent dans les centres de formation. L'État sénégalais, l'État marocain, l'État algérien. L'Algérie dont on parle, l'estimé SBT parle aujourd'hui. Mais l'Algérie a fait combien de matchs sans défaite? Durant combien d'années? Parce qu'elle va perdre devant le Cameroun la qualification de la dernière coupe, juste devant un autre pays déterminé par son État aussi. D'accord. C'est vrai que Eto'o est devant, mais Paul Biya est derrière. D'accord. Donc, je vous dis, les joueurs que nous avons aujourd'hui, quand on dit qu'on les surcote, mais qui montre son village avec la main gauche? Moi, je ne vais jamais dire que mes joueurs ne sont pas bons. Oui, mais souvent, il faut être réaliste. Il n'y a pas de question de réalisme dedans. Là où, au moment où nos joueurs jouaient à Barcelone, à Séville, au Real Madrid, au PSG, à la Juventus et autres, d'accord? On les surcotait ou on ne les surcotait pas? On les surcotait. Qu'est-ce qu'ils ont donné au Mali? Mais il faut surcoter ton propre joueur. Il faut lui donner quand même une certaine psychose positive. D'accord. Donc c'est ce que nous on fait. Mais maintenant, si l'État accompagne réellement la Fédération malienne de football, l'État au terrain, comme Amadou Toumani Touré a fait avec le stade malien à la CAF, mais c'est Amadou Toumani Touré, père son homme, qui a payé l'hôtel. Il a payé l'hôtel des joueurs du stade malien, on est au courant. Les deux estimés sont au courant. Vous voyez? Et c'est lui qui les a mis au vert. D'accord. La part de l'État. De l'État est très importante. Non, mais en ce moment, il y a le suivi. Cela est bien compris. Alors, ces éliminatoires vont se dérouler, en tout cas, même si on n'a pas le calendrier, au moment où nous préparons, le Mali se prépare à élire un nouveau comité exécutif de la Fédération malienne de football. Est-ce que cela peut se répercuter sur la préparation de ces éliminatoires, Saïd? Non, pas du tout. Ce que tu tentes de dire, c'est que si le bureau
le commerce actuel n'est pas là et qu'un autre venait, est-ce que ça pourrait répercuter? C'est ce que tu tentes de dire? Non. Mais qu'est-ce que puisque nos élections souvent sont accompagnées de tensions, souvent de difficultés, est-ce que cela pourrait se répercuter? Non, pas du tout. Pas du tout. Cette élection, il n'y a pas de tension. D'accord. Non, moi je ne crois pas du tout que cette élection, il va y avoir de la tension. C'est pas possible. C'est une élection où on a besoin de 81 voix. Hein? Et on connaît comment est-ce que le processus électoral de la FEMAFOOT a déterminé, n'est-ce pas, l'élection. Et il faut être parrainé. Il y a 4 candidats. Eh bien, tant que tu n'es pas parrainé, tu vas faire quel boucan? Tu vas faire quelle bagarre? Donc, à l'heure là, où vous et moi on parle, où on est sur ce plateau, mais il y a un candidat qui est déjà parrainé par 6 ligues. Il y en a 9. Et il y a 4 candidats. Les autres vont avoir combien de parrainages? Alors qu'on a besoin de 2 parrainages. En fait, le parrainage de 2 ligues au minimum. Lui, Bavier, il a déjà 6. Il pourrait être devant seulement qu'un seul candidat. Où est-ce qu'on va sortir la crise? Où est-ce qu'on va sortir des problèmes? C'est le papier qu'il a dit. Voyez-vous, là où je vous parle, il a l'aval, n'est-ce pas, de 20 clubs sur 25. Ce vendredi-là, il a l'aval de 20 clubs sur 25. D'accord. Souleymane Bobo Toungara, on a vu qu'on est sorti, il n'y a pas très longtemps, d'une crise. Le football malien est sorti d'une crise qui a duré plusieurs années. Est-ce qu'il faut s'inquiéter qu'à l'issue de cette élection qui doit se tenir, je crois, le 29 août prochain, qu'on soit confronté à d'autres problèmes suite à cette élection? Ou bien vous pensez que tout va se dérouler sereinement? Moi, j'aurais bien aimé que ça se déroule sereinement, comme le dit Saïd. Mais je rappelle simplement qu'une élection, c'est comme une guerre. L'issue est toujours incertaine. On ne peut jamais dire que telle personne a gagné et telle personne est sûre de gagner. Ça m'étonne vraiment quand je l'entends dire ça. L'issue d'une élection et l'issue d'une guerre, c'est toujours incertain. Donc, ça c'est un. 2. Comment est-ce que cette élection-là, comment les autres qui sont supposés ne pas avoir de parrainage, quelle va être leur réaction? Ça, c'est extrêmement important. Moi, je pense qu'il faut d'abord chercher à apaiser. Nous devons tous souhaiter que l'élection se passe de façon apaisée, vraiment qu'il n'y ait pas de tension. Parce que toutes les tensions qui peuvent suivre une élection, généralement, viennent des contestations, viennent du fait que certains vont se dire qu'ils ont été lésés, que l'élection a été, comment on dit, dans le jargon politique, une parodie d'élection. Ça peut bien arriver. Et puis, il y a tellement d'autres choses extrasportives qui sont là aujourd'hui, sur lesquelles on ne peut pas passer l'éponge. Donc, on ne peut pas dire que cette élection-là, elle est finie. Moi, j'ai peur. Parce que ça fait 3 à 4 fois maintenant que chaque fois qu'il y a élection, il y a toujours des problèmes. Celui qui est aujourd'hui à la tête de l'élection, on sait comment ça s'est passé. De la fédération. Et dans un premier temps, il a été élu, après on a annulé. Qui s'attendait à ça? Et après, il y a eu une autre élection. Celui qu'il a remplacé, ça a été la même chose. Lui aussi, l'autre aussi, ça a été la même chose. Je préfère ne pas parler des morts. Oui. Mais il y a trop de, comment on appelle, il y a trop d'intérêts en jeu maintenant dans le monde du football qui font que les élections sont toujours sous-tendues, se font toujours sous tension. Moi, j'espère simplement que cette fois-ci, que les gens vont se mettre d'accord, qu'il va y avoir une élection apaisée, parce que les éliminatoires, c'est en novembre, si je ne me trompe pas. Donc, si au sortir de l'élection, tout le monde se met d'accord que oui, c'est vraiment Baxi qui a gagné, tout le monde reconnaît la légitimité de Baxi, ça va déjà lui faciliter la tâche. Il va mettre la Coupe du Monde au centre de ses préoccupations. Mais si au sortir de l'élection de Baxi, les autres contestent, mais on va encore passer des mois dans les bagarres de procédures judiciaires, de tasses, de tout ça. Donc, ça va distraire les gens. Celui qui sera en place ne pourra pas travailler sereinement. Moi, très sincèrement, ce n'est pas pour faire l'oiseau de mauvais augure. Moi, je suis inquiet.
D'accord. Je suis inquiet. Pour être honnête avec vous. Bakary Cissé, êtes-vous d'accord avec Souleymane ou bien vous êtes aussi optimiste, confiant comme Saïd Diarra l'est que cette élection va bien se passer et que voilà, il n'y aurait pas de En tout cas, c'est le souhait. C'est le souhait de tout le monde. Mais comment vous le voyez déjà? Moi, je pense que il faut. Quand même, moi, je donne des conseils. Je ne vois pas. Comment je vois, c'est pas ça. Moi, je vais dire tout simplement. Au Mali, depuis, si je me souviens, depuis Amadou Diakité jusqu'à maintenant, aucun président n'a pu faire des mandats. Toujours crise, toujours crise, toujours crise. Et depuis là, où en sommes-nous aujourd'hui avec le football malien? Bien vrai, on a gagné au niveau des petites catégories avec Fé Baba, on a eu des trophées. C'est vrai, on a tout ça. Mais en ce qui concerne les seniors, depuis là, qu'est-ce que nous, on a pu réaliser? Rien. Donc, on ne peut pas fabriquer quelque chose dans la guerre, dans la mésentente entre les gens, entre ces dirigeants-là. Si ces dirigeants-là sont là, tout le monde dit que moi, j'aime le football, tout le monde dit que j'aime le Mali. Pourquoi ne pas s'attendre sur du réel pour avancer le football? Bien, maintenant, il y a ce qu'on appelle la loi électorale. Il y a une loi électorale. Cette loi électorale est là. Donc, appliquez la loi à la lettre. C'est tout. Donc, si la loi est appliquée, déjà tout le monde est d'accord avec la loi. Donc, si la loi est appliquée, donc allons-y, c'est tout. Mais on avait déjà des textes quand il y a eu cette crise. Le problème, c'est quoi? Il a dit, depuis Amadou Diakité, aucun président n'a fait deux mandats à cause des conflits. Et déjà, ce texte-là, dont il parle, est contesté. Et ça, on le sait tous, est contesté. Et ceux qui le contestent ont leurs arguments. Ils sortent même des statuts de la fédération qui prouvent effectivement que ces textes-là sont contestables. Je dis contestables. Moi, je ne les ai pas lus. D'accord. Donc, mais ça veut dire que déjà, il y a une tension, il y a déjà des contestations au niveau même des textes électoraux. Ça pose problème. Donc, il faut qu'on fasse en sorte que cette élection-là puisse se dérouler normalement pour que le bureau qui va être élu puisse travailler vraiment dans la paix et la sérénité. D'accord. Ouais, franchement, on n'a plus besoin de tiraillement. Nous n'avons que 5 minutes. Je ne voudrais pas qu'on close cette émission sans qu'on aborde ce sujet concernant le football féminin. Je crois cette semaine ou la semaine dernière, le Mali s'est qualifié pour le second tour des éliminatoires pour les JO Paris 2024. Alors, les joueuses maliennes se sont plaintes. En tout cas, il y a certains qui n'ont pas été contentes de l'accueil qui leur a été réservé. Et vous, qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que, quand on vous demandait par rapport au football féminin, quelle est votre appréciation de l'organisation de cette discipline-là au Mali? Je voudrais commencer par vous, Saïd Diarra. Bon, le football féminin, la fédération se débrouille, se démêle à l'organiser. Hein? Ce sont les termes appropriés, consacrés, que j'ai dit comme ça, parce que c'est comme ça que ça se passe sur le terrain. Se débrouille à l'organiser. Ça, c'est au niveau du championnat, de la Coupe du Mali. Au niveau de l'équipe nationale, dans ces derniers jours, comme tu l'as dit, dans ces dernières semaines, cela a été très difficile. Il y a eu beaucoup d'incompréhension, parce que, forcément, il y a eu des interférences. Il y a eu des interférences. Les deux parties n'ont pas discuté franchement, d'ailleurs. D'accord. Depuis le 12 juin, les filles ont débuté les entraînements. Ça a été déjà difficile pour des questions de manque d'équipement sportif. Cela s'est résolu plus tard. Et après, il y a eu encore des difficultés pour s'entraîner au 26 mars, qui a été résolu plus tard. Pour rentrer à l'internat, il a fallu le président Habib Sissoko qui a payé l'hôtel parce que, voilà. Et non, mais moi je dis les choses comme il se doit. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le football féminin n'est pas logé à la même enseigne que le football masculin? En fait, là où il y a eu le problème cette fois-ci, là où il y a eu le problème cette fois-ci, je vous explique. Il n'y avait pas autant de problèmes, mais cette fois-ci, il y a eu ce problème dans le tournoi qualificatif des JO, juste parce que l'État s'est désolidarisé de l'organisation de cet événement, de ce tournoi. L'État a écrit à la fédération pour dire que nous ne pouvons pas prendre ce tournoi en charge. La fédération avait déjà lancé
au niveau de l'Olympiade. Et voilà, prise à la gorge, elle était obligée d'organiser. D'accord. Donc, D'accord, nous n'avons qu'une minute. Nous allons laisser Souleymane Bobo Toungara et Baxi aussi donner leur appréciation par rapport au football féminin au Mali. Est-ce que vous pensez qu'elle est suffisamment, en tout cas, prise en compte, considérée par les autorités et les dirigeants sportifs? Non, pas du tout. Mais ce n'est pas propre au Mali seulement. On voit, et même aux États-Unis, en France, les gens se battent maintenant. Les États-Unis ont déjà réglé le problème. Désormais, les femmes vont bénéficier des mêmes primes que les hommes. L'Angleterre aussi est sur la voie, mais en France encore, il y a beaucoup. Donc c'est partout dans le monde. Au Mali, c'est dommage qu'on n'ait pas exploité ce football féminin parce qu'au départ, le Mali avait de très grandes équipes de foot féminin. Et je m'excuse de le dire, je suis bien placé pour le dire, pour avoir été pendant 10 ans secrétaire général d'une équipe de football féminin. Donc j'en sais quelque chose. Malheureusement, le suivi, il n'y a pas eu de suivi. Et ça, ce n'est pas seulement au niveau de l'État, même au niveau de la fédération. La fédération a mis du temps à mettre en place un championnat national. On a d'abord commencé par un tournoi national, après il y a eu le championnat du district de Bamako. Les autres régions n'étaient pas concernées. Je pense que tout ça a fait que finalement ce football-là ne s'est pas développé comme il aurait pu. On termine avec Bakary Cissé. Oui, non, par rapport à la question, moi je vais dire tout simplement, Sékou, qu'au Mali, il n'y a qu'une seule équipe nationale. C'est les seniors. Ce qui est arrivé aux filles là, c'est ce qui arrive aux petites catégories. Donc tout ça, c'est toujours l'État. Chaque fois, les problèmes tournent autour du ministère des Sports. Alors que cette équipe ne nous donne pas les résultats escomptés jusqu'ici. Alors, nous allons clore cette émission sur cela. Merci à toutes et à tous. Nous parlions de sport, des chances de l'équipe nationale du Mali aux éliminatoires zone Afrique du mondial de football en 2006. Nos invités étaient Saïd Diarasouba de Tatou Sport, Bakary Cissé Baxi de la radio Clédou et Souleymane Bobo Toungara de directeur de publication à l'AMAP. Ce débat a été mis en onde par Seydou Ndao. À la régie vidéo, il y avait Mamadou Ouattara, Sekou Gadjigo vous l'a présenté. Merci à toutes et à tous et à la prochaine.